Bonjour pour les personnes qui se joignent à nous. On laisse encore peut-être une toute petite minute là, pour que tout le monde puisse se brancher. Donc, je vais débuter tranquillement. Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence automnale de l'équipe de recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. Donc, je suis Geneviève Pagé, je suis professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais et directrice scientifique de l'équipe de recherche. Nous avons aujourd'hui une conférence de Madame Marie-Pierre Joly, qui est candidate au doctorat en travail social à l'Université de Montréal et qui va nous présenter en fait les résultats de sa thèse de doctorat. Sa présentation s'intitule Nouveau regard sur les défis de l'accueil familial, l'apport de l'éthique critique. Tu peux peut-être avancer les diapos, Marie-Pierre, juste pour que je puisse donner aux gens quelques consignes concernant nos conférences. Donc, vous avez remarqué probablement en arrivant que votre son et votre caméra sont fermés d'office. Normalement, vous n'avez pas accès pour l'instant là, à pouvoir les ouvrir. Donc, c'est ce qui permet aussi à la conférencière de pouvoir se concentrer sans qu'il y ait de bruit par inadvertance ou quoi que ce soit. Tout au long de la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou encore dans la fenêtre de conversation que vous avez dans votre barre d'outils de Zoom. Vous pouvez les écrire, on en prend note tout au long et puis au moment de la période de questions à la fin de la présentation, ces questions-là pourront être présentées et Marie-Pierre pourra y répondre. Nos conférences sont enregistrées. Il y a un petit montage qu'on fait par la suite et puis on rend nos enregistrements disponibles via notre site web ou encore via notre page web, notre page YouTube, pardon. Évidemment, on vous demande de ne pas vous les enregistrer de votre côté par respect pour nos personnes conférencières. Et puis, selon le cas, les présentations PowerPoint peuvent être disponibles également sur notre site Web. Quelques mots sur notre équipe de recherche, si jamais vous ne la connaissez pas déjà. On est une équipe qui est financée par le Fonds de recherche du Québec en société et culture. On est composé, en fait, de 16 chercheuses et chercheurs universitaires de différentes universités à travers le Québec qui s'intéressent donc aux enjeux de placement et d'adoption en protection de la jeunesse. Mais on est une équipe en partenariat. Donc, on a aussi des co-chercheurs, co-chercheuses des milieux de pratique. Et on a aussi 11 partenaires, donc des milieux institutionnels, des associations de familles d'accueil, des organismes communautaires et puis donc un regroupement aussi là, de concertation en adoption. Et donc, notre mission, c'est vraiment de pouvoir à la fois produire des connaissances, mais aussi, dans le contexte d'activités comme aujourd'hui, de pouvoir diffuser les résultats aussi de nos recherches pour amener une amélioration là, des politiques et des pratiques en lien avec le placement et l'adoption. Vous avez à l'écran des codes QR si jamais vous n'avez pas déjà accès à notre site web. On a une page Facebook, on a aussi un compte Instagram, un compte sur LinkedIn, notre chaîne YouTube évidemment, puis vous avez également l'adresse courriel si jamais vous voulez nous contacter. Et donc, finalement, je vous présente notre conférencière. Comme je disais tout à l'heure, Marie-Pierre est candidate au doctorat. D'ailleurs, elle soutiendra sa thèse lundi prochain à l'Université de Montréal. Félicitations, Marie-Pierre, pour cet accomplissement. Marie-Pierre est aussi chargée de projet au Centre d'expertise de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle travaille depuis plusieurs années, en fait, sur justement le transfert de connaissances, notamment pour pouvoir faire le lien entre les projets de recherche et les milieux de pratique, plus particulièrement à l'IUJD. Elle a travaillé sur différents projets qui
touche évidemment l'accueil familial, donc la parentalité d'accueil, mais aussi au niveau du trauma complexe, puis des pratiques professionnelles auprès des enfants en protection de la jeunesse. Et donc, son projet de doctorat dont elle va nous parler aujourd'hui, dans ce contexte-là, il s'intéresse plus particulièrement à l'expérience des parents d'accueil et donc aussi des enjeux éthiques que les parents d'accueil vont rencontrer dans l'exercice de leur rôle. Un dernier petit mot pour vous dire que la prochaine conférence aussi qu'on va présenter cet automne, ce sera le 4 décembre à la même heure. Donc, où on aura l'occasion d'accueillir une de nos chercheuses qui est Julie Noël de l'Université de Sherbrooke, ainsi que Déborah Hummel, qui vont nous parler de l'accompagnement en fait des parents qui vivent le placement de leur enfant et à partir de la perspective des personnes qui interviennent auprès d'eux en milieu communautaire. Si je Merci, ne me trompe pas, je te laisse Geneviève. la parole, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Donc, exactement. merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Alors, ben voici, Geneviève a introduit rapidement ma présentation qui porte sur les défis de l'accueil familial, mais qu'on va regarder aujourd'hui sous l'angle de l'éthique, plus précisément d'éthique critique. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois depuis le dépôt de ma thèse là, que je présente des résultats de thèse avec une thèse écrite complétée. Donc, c'est vraiment, c'est satisfaisant d'arriver à cette étape-là, vraiment. Donc, je vais vous amener dans le monde de l'éthique aujourd'hui. On va parler d'une perspective éthique, entre autres, qui est l'éthique des vertus. Donc, pour la présentation, disons, mettons les 15 premières minutes, là, je vais vous amener dans un champ un petit peu plus conceptuel, théorique, là, pour vous expliquer un peu c'est quoi ça, l'éthique des vertus, c'est quoi les repères qu'on peut se donner quand on veut travailler avec l'éthique comme cadre d'analyse. Mais après ça, rapidement, on va tomber dans mes résultats, les constats qui sont ressortis là, des entrevues que j'ai faites avec les parents d'accueil dans le cadre de ma thèse. Alors, voilà, j'espère que je vais réussir à susciter l'intérêt là, pour ce champ-là qui est un peu différent pour aborder l'accueil familial, qui est le champ de l'éthique. Donc, dans le fond, j'ai envie de commencer avec une question qui est presque existentielle pour moi. Là. Pourquoi une thèse? Puis pourquoi une thèse sur ce sujet-là? Vous amener un peu, je vais vous ramener plusieurs années en arrière. Quand moi, j'ai décidé de commencer ma thèse, on était dans le contexte où la loi sur la représentation des ressources venait d'être adoptée, ainsi que les cadres de référence là, qui se formalisaient tranquillement là, en 2014, après en 2016. Et à ce moment-là, moi, j'étais intervenante ressources. Donc, j'étais une intervenante qui était là, dans le fond, pour amener principalement du soutien aux parents d'accueil. Ce qui s'est passé à ce moment-là, la loi sur la représentation des ressources, probablement que plusieurs d'entre vous êtes familiers avec cette loi-là puis les conséquences qui sont arrivées, mais pour résumer, peut-être pour ceux qui seraient moins familiers, bien, il y a eu vraiment une lutte importante pour la reconnaissance de la part des parents d'accueil, pour avoir davantage de reconnaissance. L'issue de cette lutte-là a amené des changements majeurs dans la façon de travailler au niveau de l'accueil familial. Les parents d'accueil sont passés d'un statut qui s'apparentait à un statut davantage de bénévole à un statut de travailleur. Leur rétribution a été augmentée, puis à partir de ce moment-là, ça a été considéré comme un salaire, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que ces deux premiers points-là, ça a fait en sorte que les parents d'accueil ont eu accès à des protections, les mêmes protections que les autres travailleurs, une espèce de filet social, dans le fond, qui était disponible pour les autres travailleurs, qui ont pu y accéder. Puis le fait d'avoir un salaire formellement, bien, ça leur a donné certains avantages, comme avant, puisque ce n'était pas un salaire, ils ne pouvaient pas aller contracter une hypothèque, par exemple, ou être autorisés pour des emprunts, s'acheter une maison plus grande s'ils accueillaient plusieurs enfants. Donc, vous voyez, dans le fond, ça a eu des influences, des impacts très concrets dans leur vie. Ils ont le droit de se regrouper dans des associations qui s'apparentent à des syndicats. Je vais utiliser le mot syndicat dans la présentation parce que c'est eux-mêmes qui l'utilisent là, de cette manière-là. Ce n'est pas exactement des syndicats, mais c'est très semblable à un régime syndical. Puis, ben, l'autre changement important qu'il y a eu, c'est que le soutien professionnel a laissé partiellement sa place à une approche contractuelle, plus axée sur le contrôle de la qualité des services. Donc, les services de protection de la jeunesse, dans le contrat avec les familles d'accueil, dans le fond, ont mis en place une façon de s'assurer que la qualité des services était au rendez-vous pour les enfants accueillis. J'ai fait de tout ça une expérience assez personnelle. Je vous disais que j'étais intervenante ressources à ce moment-là. Ce qui s'est passé concrètement pour moi, c'est que j'ai perdu mon poste. Mon poste a été aboli puisqu'on ne pouvait plus soutenir les parents d'accueil de la même façon qu'avant. Donc, devant tout ça, j'avais une espèce d'intuition que ce qui est en train de se passer amenait beaucoup de bouleversements, parfois
vers des choses très positives, mais pas seulement pour le mieux, mais on était dans les changements à ce moment-là. C'était assez difficile de capter, bon, tout qu'est-ce que ça allait donner. Donc, c'est là que j'ai eu envie d'entamer cette thèse de doctorat-là pour voir, ben, voilà, c'est quoi l'impact que ça va avoir, tout ça, qu'est-ce que ça va donner pour les parents d'accueil. Donc, la question à l'origine de la thèse, c'était vraiment ça, dans ce contexte-là qui est en changement et qui s'en allait vers une plus grande professionnalisation, comment les parents d'accueil réguliers, parce que c'est à eux que je me suis intéressée dans ma thèse, comment ils font face aux défis, aux tensions, à la complexité de leur rôle. Quand on commence une thèse, on va se demander évidemment qu'est-ce qu'on sait sur le sujet qu'on s'en va aborder. Une des choses qui était déjà documentée à ce moment-là, c'est que le rôle de parent d'accueil, c'est un rôle qui était vraiment à la frontière entre deux univers, un univers parental professionnel. Probablement que je ne vous apprends rien quand je vous dis ça. C'est quelque chose qui est assez, qu'on comprend bien quand même maintenant. Du côté parental, bien, on peut dire que l'accueil, ça se passe dans l'intimité, vraiment dans le quotidien pour les familles d'accueil, hein, dans l'intimité de leur famille. Les parents d'accueil assument majoritairement des fonctions parentales dans leur quotidien auprès des enfants qu'ils accueillent. Puis souvent, bien, ils vont s'attacher à l'enfant. Il y en a qui vont en venir à le considérer comme le leur, vraiment comme leur propre enfant. Surtout pour ceux pour qui l'accueil dure dans le temps. Du côté davantage professionnel, du rôle un peu plus de travailleur, bien, il faut souligner que les parents d'accueil sont rétribués, hein, ils ont un salaire pour accueillir les enfants. Ils font partie d'une équipe clinique, fait qu'il y a certains standards de qualité qui sont attendus d'eux. Puis, peut-être sous un angle un peu plus symbolique, bien, il occupe un rôle qui a une temporalité quand même incertaine auprès de l'enfant. Ils ne savent pas si l'enfant va rester à long terme, ce n'est pas assuré. Puis l'enfant, dans le fond, ce qu'on leur dit, c'est que ce n'est pas leur enfant, hein. C'est un enfant qu'ils accueillent pour une durée plus ou moins longue qui parfois, on ne connaît pas la durée exacte de cette aventure-là, là, de l'accueil de l'enfant. Ce qu'on sait aussi par rapport à l'accueil familial, c'est que c'est un rôle qui est parsemé de défis. Puis ici, on va les regarder là, dans chacune des grandes relations qui sont au cœur de l'accueil familial. Donc, dans la relation à l'enfant, bien, on sait que les enfants accueillis ont souvent un parcours qui est marqué par les traumas, l'adversité. La parentalité ordinaire, ça ne va pas nécessairement suffire pour faire face aux défis que vivent ces enfants-là. Ces défis-là, quand on les regarde dans les écrits là, qui se penchent sur les tensions de rôle, là, de double rôle entre parents et professionnels, ça peut donner des espèces d'inconfort où le parent d'accueil va se demander, bien, comment je me positionne dans le fond? Est-ce que je reste dans une proximité qui est parentale de l'ordre de l'intime ou est-ce que c'est important que je garde une saine distance professionnelle? C'est des choses qu'on voit là, dans les écrits sur ces sujets-là. Dans la relation parent d'origine, bien, pour les parents d'accueil, ça peut être difficile de conjuguer avec les réactions de l'enfant, des enfants accueillis au contact avec leurs parents d'origine. Ils peuvent avoir à faire face parfois à des attitudes hostiles de ces parents d'origine-là. Puis, ils peuvent avoir certains défis là, à se positionner dans une parentalité multiple. On a l'habitude dans nos systèmes législatifs, normatifs, de considérer deux parents et il n'y a pas nécessairement d'espace ou de place reconnue pour au-delà de deux parents. Alors que quand on est dans l'accueil, bien, on a les parents d'accueil, des parents d'origine, les services de protection de la jeunesse aussi qui assument une partie du rôle parental parfois. Et quand on regarde ça sous l'angle du double rôle, bien, les parents d'accueil, dans certaines études, parlent d'un dilemme au niveau des termes à utiliser. Est-ce que c'est acceptable de se faire appeler papa ou maman quand l'enfant a déjà ses parents? Donc, c'est le genre de questionnement ou d'inconfort qui peut survenir là, dans le contexte où on vient professionnaliser l'accueil familial. Finalement, dans la relation avec les intervenants, il y a des enjeux de reconnaissance, il y a des enjeux d'accès aux services. Le soutien, parfois, va être insuffisant pour les parents d'accueil. Tout ça est bien documenté dans les écrits. Sous l'angle du double rôle de parents puis de professionnels, quand on met de l'avant le rôle de professionnel, certains parents d'accueil, dans les écrits, encore une fois, en viennent à se demander, bien, est-ce que c'est légitime de demander de l'aide si on est considéré comme un professionnel? Et dans les régimes où il y a une dimension de contrôle de la qualité des services comme le nôtre, bien, les parents d'accueil vont en venir à se demander parfois, bien, c'est quoi les risques pour mon contrat de famille d'accueil? Est-ce que si je demande de l'aide, si je dévoile ma vulnérabilité, est-ce qu'on va juger que je ne suis pas en mesure, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas les compétences pour être parent d'accueil? Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur mon contrat? Donc, c'est des questionnements qui vont les habiter. Alors, on connaît les défis, on connaît le fait qu'il y a des tensions, des inconforts qui vont pouvoir être exacerbés par le contexte où on professionnalise l'accueil familial, où ça devient davantage comme un métier. Mais
ce qu'on voit par contre dans la vraie vie, c'est que la plupart des parents d'accueil vont poursuivre dans ce rôle-là. Oui, on est aux prises avec une pénurie, avec des démissions au niveau des familles d'accueil, mais quand même, il y a un bassin de parents d'accueil qui se maintient, qui reste actif, donc qui arrive à faire face aux défis puis aux tensions qu'ils rencontrent dans leur rôle. Il n'y a pas beaucoup d'études qui nous disent, d'études empiriques concrètes là, qui nous disent comment les parents d'accueil font pour faire face à ça, mais il y a des propositions, il y a des idées dans la littérature qui ressortent de dire, bien, il faudrait aider les parents d'accueil pour favoriser la satisfaction, la poursuite dans le rôle face aux défis, pour favoriser leur réflexivité. Il faut essayer de développer des espaces de parole, il faut soutenir la délibération éthique des parents d'accueil. Donc, tout ça, bien, ça appartient au grand champ de l'éthique critique dans lequel vient se déposer le travail que j'ai fait pour ma thèse. C'est quoi l'éthique critique? C'est l'éthique en tant que discipline qui permet de poser un regard, une réflexion sur la manière dont chacun devrait se comporter. Donc, toute la réflexion qu'on a pour se poser, bien, c'est quoi la bonne action à poser dans une situation précise? Ça se distingue de l'éthique déontologique qui s'intéresse aux règles, aux codes. Donc, vraiment, pour ma thèse, là, je suis vraiment dans ce qui est indiqué dans le haut de la diapositive, vraiment cette idée d'avoir une réflexion sur la manière dont chacun devrait se comporter. Alors, autour de ça, les objectifs de ma thèse, ça a été d'identifier les situations éthiquement difficiles que vont rencontrer les parents d'accueil dans l'exercice de leur rôle, puis de mieux comprendre le raisonnement éthique des parents d'accueil, le raisonnement éthique qu'ils mettent en œuvre pour faire face à ces situations-là. Partant de là, ben, comme je vous disais tantôt, c'est un champ qu'on n'a pas l'habitude tant que ça d'utiliser pour parler d'accueil familial. Donc, je me suis dotée d'un cadre conceptuel, d'un cadre théorique. Donc, je vais vous parler de situations éthiquement difficiles, puis je vais vous présenter un peu ce que c'est l'éthique des vertus, puis comment ça a été utile pour les analyses là, pour ma thèse. Donc, les situations éthiquement difficiles, c'est des concepts que j'ai emprunté, si on veut, à Sarah Banks, qui est une éthicienne qui travaille dans le domaine du travail social, euh, qui ont été utiles pour renouveler le regard sur les défis, sur les tensions dont je vous parlais tantôt. Elle parle de 3 grands concepts. Il y a des enjeux éthiques qui sont des questionnements qui sont larges, mais qui n'impliquent pas nécessairement de prise de décision. Donc, ça peut être en lien avec les droits, les devoirs, les besoins qui pourraient être en compétition, avec le fait de décider ce qu'on fait face à une règle ou une norme. Est-ce qu'on suit la norme ou est-ce qu'on pense plutôt qu'il faut résister parce que la bonne chose à faire, bon, ça ne convient pas avec les consignes qu'on reçoit. Donc, c'est des enjeux, mais qui ne vont pas nécessairement impliquer une prise de décision claire. C'est plus une réflexion qui se passe à ce niveau-là. Le deuxième concept, c'est le concept de dilemme éthique. Donc, c'est des situations qui vont impliquer une prise de décision entre 2 ou plusieurs alternatives, mais des alternatives qui vont être également insatisfaisantes. Hein. Vous connaissez le concept de dilemme, c'est vraiment cette idée-là d'avoir un choix un peu impossible entre 2 options où il y a un coût à choisir une ou l'autre. Donc, une décision qui est vraiment difficile pour la personne. Le problème éthique va aussi impliquer une prise de décision, mais pour le problème éthique, c'est un peu différent. Il y a une des 2 options qui va s'imposer parce que la personne va sentir qu'elle ne peut pas faire autrement, parce que, par exemple, il y a une règle qui est très, très forte puis qui impose une façon d'agir, ou parce qu'il y a des rapports de pouvoir qui se jouent là, dans la prise de décision. Ou encore, l'autre option, ça peut être parce que la personne ne voit pas la nature éthique de la situation, ne se questionne pas. Donc, c'est comme si l'enjeu éthique là, ou le dilemme éthique va se retrouver dans l'angle mort de la personne. Donc, l'idée, c'était d'analyser les situations dont allaient me parler les parents d'accueil avec ces concepts-là pour voir, OK, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux défis puis aux tensions qu'ils vivent avec l'aide de ces concepts-là? Maintenant, pour alimenter la réflexion sur l'agir éthique, sur le raisonnement éthique, je me suis penchée sur la perspective éthique qui s'appelle l'éthique des vertus, qui est une perspective qui va juger de la moralité d'une action en fonction des caractéristiques de la personne. Autrement dit, plutôt que de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, comme font plusieurs perspectives éthiques, l'éthique des vertus va demander quel genre de personne il faut être, puis c'est quoi les traits de caractère, les vertus qui permettent de bien agir en situation. Donc, vous allez voir, dans le fond, là, je vais vous présenter un peu les concepts qui ont été utiles là, pour mon analyse. Le premier, c'est le concept de vertu. Puis vous allez voir que j'utilise un peu de façon interchangeable avec l'idée de trait de caractère. Là. Vertu, ce n'est pas du vocabulaire qu'on a vraiment tendance à utiliser. Hein. Donc, trait de caractère est utilisé ici pour moderniser un peu, donner un petit coup de jeune à cette approche-là.
mais c'est sensiblement c'est la même chose, dans le fond, quand j'en parle dans ma présentation. Les vertus, c'est des traits de caractère qui vont qui vont soutenir un agir éthique. Donc, ils vont se situer dans un équilibre entre deux pôles qui vont être l'excès puis le manque. Vous voyez en bas de la diapo, on voit le courage. C'est un exemple de vertu qui est souvent donné, la vertu du courage, qui se situe dans un équilibre entre la témérité puis la lâcheté. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que le milieu, ce n'est pas un juste milieu qu'on définit une fois pour toutes. C'est vraiment cette idée que dans chacune des situations, il va falloir repositionner le milieu là, pour voir c'est quoi le bon endroit où il faut se situer. Par exemple, il y a des situations qui peuvent demander d'être beaucoup plus de pousser, d'être un peu plus téméraire dans notre prise de décision, mais il y a d'autres moments où, sans être dans la lâcheté, il va falloir avoir une gestion de risque un peu plus serrée, par exemple, qui va nous demander moins de témérité. Donc, vous voyez, tout dépendant des situations, ça peut s'ajuster. Ces vertus-là vont permettre l'épanouissement des personnes qui sont concernées par l'action. Donc, dans le cas des parents d'accueil, c'est l'enfant placé. Ils vont permettre aussi l'épanouissement, favoriser l'épanouissement des personnes qui posent l'action, donc le parent d'accueil, puis des autres personnes autour. Donc, on regarde plus largement le parent d'origine, la société, les services de protection de la jeunesse, donc un peu tous les autres acteurs qui gravitent autour de l'accueil. Ici, ce que je trouvais particulièrement intéressant, dans les écrits sur l'accueil familial, on s'intéresse, c'est sûr, on voit que le sens de l'accueil, c'est d'assurer le bien-être, l'épanouissement de l'enfant, mais on parle aussi beaucoup de l'importance que le parent d'accueil maintienne son propre équilibre, soit capable de prendre soin de lui. Puis je trouvais ça particulièrement intéressant que l'éthique des vertus souligne ça, que la manière de se positionner, les traits de caractère qu'elle allait être utile, allait faire en sorte de permettre l'épanouissement du parent d'accueil. Donc ça, je me disais qu'il y avait quelque chose, il y avait des atomes crochus là, avec des connaissances qu'on a sur l'accueil familial. Un autre concept dans l'éthique des vertus qui est important, c'est le concept de pratique et l'idée qui vient avec, qui est l'idéal de pratique. Les vertus qu'une personne va développer, ça dépend du contexte, hein. Ça peut varier dans le temps, selon les époques, mais ça va aussi varier en fonction de la pratique. Par exemple, un parent d'accueil n'aura pas besoin des mêmes vertus qu'un chirurgien orthopédique, par exemple, ou qu'un notaire ou qu'un comptable. Ça va être différent, qu'est-ce qui va être important pour réaliser ces pratiques-là. Les vertus, dans le fond, qui vont être choisies ou privilégiées pour une pratique vont permettre de poursuivre ce qui s'appelle l'idéal de pratique, donc les retombées qui sont propres à la pratique, donc qui vont favoriser l'épanouissement des personnes concernées qu'on a vu à la page d'avant. Donc, l'idéal de pratique, c'est vraiment l'essence, le sens, qu'est-ce qui est important dans cette pratique-là. Pour les parents d'accueil, on peut se dire, la pratique, c'est l'accueil familial, hein, c'est le fait d'accueillir un enfant dans sa propre famille. Puis l'idéal de pratique, c'est cette idée qui, en fait, ça n'a jamais été défini, mais on peut penser que ça tourne autour de l'idée de la sécurité, du développement de l'enfant, de la réponse aux besoins, autour de cet univers-là. Ici, ce qui est intéressant aussi, je trouvais, de l'éthique des vertus pour mon sujet, c'était l'aspect de l'idéal de pratique, ça permet d'aller réfléchir à quelque chose qui ressemble à l'essence de l'accueil familial. Je trouvais ça intéressant parce que depuis la loi de la représentation des ressources, l'accueil est beaucoup défini autour de services attendus qui listent des services assez techniques que les parents d'accueil doivent mettre en œuvre, qui sont attendus d'eux. Mais des fois, à travers cette liste-là de services techniques, ça peut être un peu difficile de saisir l'essence. Fait que je me disais, peut-être que là, cette idée-là de pratique, d'idéal de pratique va nous aider à y aller et à capter ça un petit peu plus. Donc, c'est un autre intérêt que j'avais pour l'éthique des vertus. Le dernier concept, la question qui reste à répondre, c'est oui, mais comment on développe ça, des vertus? McIntyre, qui est un éthicien qui s'est intéressé à l'éthique des vertus, a proposé le concept de raisonnement pratique collectif. Lui, ce qu'il définit, c'est dans le fond un espace de réflexion qui va permettre aux personnes qui vont partager une même pratique de réfléchir ensemble à la manière dont les vertus vont s'appliquer dans l'action. Fait en groupe, admettons, les parents d'accueil se poseraient des questions du genre, comment on la définit, cette pratique-là? Ce qu'on disait tantôt, c'est quoi l'essence de notre pratique? C'est quoi la gérétique pour nous dans l'accueil familial? Puis c'est quoi les vertus qui sont utiles? Puis comment on applique surtout les vertus dans ce contexte-là avec ces personnes-là? Ça devient important là, de mettre vraiment en action de façon très concrète. Puis c'est dans les espèces de communautés de pratique, là, de raisonnement de pratique collectif que les parents d'accueil vont pouvoir faire ça.
Et une fois tout ça fait, bien, ça permet aussi de se poser la question, bien, est-ce que les institutions dans lesquelles on est en train de s'inscrire, est-ce que ces institutions-là nous permettent, est-ce que ces institutions-là nous aident à agir de manière éthique? Pour les parents d'accueil, je trouvais que ces deux derniers aspects-là étaient vraiment intéressants parce que c'est comme si l'éthique des vertus nous donnait des leviers pour réfléchir à comment le parent d'accueil, très concrètement, dans sa vie quotidienne, peut agir de manière éthique, c'est quoi les repères qu'il peut se donner, mais ça nous donnait aussi des leviers pour réfléchir à ben, les institutions, elles, est-ce qu'elles nous permettent d'agir de manière éthique ou pas? Est-ce qu'il y a des entraves à l'agir éthique? Et avec tout ce qui se passait avec la LRR, je me disais, ben, ça peut être un angle intéressant d'avoir une perspective un peu critique sur ce qui est en train de se passer. Alors voilà. Donc, j'espère que ça vous donne un portrait un peu de ce que c'est l'éthique des vertus. On va avancer dans mon projet, puis on va voir comment ça peut prendre forme là, à travers un projet de recherche. Donc, au niveau méthodologique, rapidement, ce que j'ai fait dans mon projet, c'est que j'ai fait des entrevues individuelles semi-structurées qui ont été virtuelles parce que je me suis retrouvée à faire des entrevues pendant la pandémie. Donc, où j'ai abordé avec des parents d'accueil les différents sujets. Là, en premier lieu, je leur demandais de parler d'eux comme parents d'accueil et de me décrire leur rôle de parents d'accueil. Eux, comment ils voyaient ce rôle-là. Vous voyez ici, on se rapproche de l'idée de l'idéal de pratique, hein, comment eux décrivent l'essence de leur rôle. Ensuite, au cœur de l'entrevue, je leur demandais de me parler d'une situation difficile qu'ils avaient rencontrée où ils s'étaient sentis en tension, où ils n'avaient pas su trop comment se positionner, comment agir. Et finalement, bien, on abordait une vignette clinique pour avoir un regard un peu transversal, dans le fond, que tous les parents d'accueil se penchent sur la même situation complexe. C'était une situation où une mère d'accueil était confrontée à des comportements très difficiles. D'un jeune où la famille se retrouve en déséquilibre et où, à un moment donné, le conjoint disait à la mère d'accueil, écoute, je pense que l'enfant doit quitter. Il posait une espèce d'ultimatum. Donc, on demandait aux parents d'accueil de voir, ben, eux, qu'est-ce qu'ils projetaient dans cette situation-là, comment ils auraient agi dans cette situation-là. Ils ont été recrutés par des associations représentatives, par la FARIC, la DREC, plus précisément. J'ai tenté de diversifier mon échantillon pour avoir des compositions familiales variées, donc avoir ou pas des enfants biologiques aussi là, dans la composition familiale, puis avoir des placements à court terme, mais aussi à long terme là, pour pouvoir voir un peu des réalités différentes au niveau de plus la dimension peut-être parentale là, du rôle, comment ça se joue quand on a différentes durées de placement. Et les entrevues ont été analysées avec une analyse thématique réflexive, comme le proposent Brown et Clark. Rapidement, mon échantillon, dans le fond, j'ai eu 19 parents d'accueil qui ont répondu à l'appel. 18 femmes, vous ne serez peut-être pas étonnés, c'est souvent les femmes qui sont à la tête des familles d'accueil. Ça se reflète dans la majorité des projets de recherche là, où on veut recruter des parents d'accueil. Plusieurs avaient une assez courte expérience, là, entre 0 et 5 ans, plus de la moitié de l'échantillon. 9 avaient un travail rémunéré à l'extérieur de la famille. Et leur mandat principal, pour plusieurs, ça impliquait de l'accueil à long terme. Donc, 9 seulement du long terme, 6 c'était mixte là, entre du court et du long terme. Il y en a 15 qui accueillaient un ou deux enfants, donc c'était des familles d'accueil relativement petites, et 10, dans le fond, qui avaient d'autres enfants à la maison, là, des enfants biologiques là, à eux à la maison. Donc, ça vous donne un petit portrait là, de qui ils étaient. Maintenant, on arrive à la partie plus sur les résultats. Qu'est-ce qu'on apprend après ces entrevues-là sur les situations éthiquement difficiles puis le raisonnement éthique? Un des grands résultats qui est ressorti de mes entrevues, de mes analyses, c'est le fait qu'il y avait 3 grands défis éthiques qui vont parfois se superposer, qui semblent vraiment être au cœur de l'accueil familial. Le premier, ça concerne le fait de répondre à la fois aux besoins de l'enfant accueilli puis à ceux des autres membres de la famille. Le deuxième concerne le partage de la parentalité, donc l'idée de partager la parentalité avec le parent d'origine. Puis le troisième concerne le fait de maintenir une collaboration qui va être centrée sur l'enfant accueilli, malgré les enjeux qui sont présents dans la relation de travail. Donc, on va les regarder tour à tour, puis je vais vous amener aussi des verbatims là, de parents d'accueil pour voir qu'est-ce qu'ils ont eu à dire par rapport à tout ça, les parents que j'ai rencontrés. Le premier défi, c'est le défi de la réponse aux besoins qui parle d'un enjeu éthique dans le fond, où en cas de comportement extrême de l'enfant, le parent d'accueil doit jongler avec des besoins concurrents des différents membres de la famille. Dans les situations les plus graves, bien, on se retrouve face à un dilemme. Les parents d'accueil font face à un dilemme du déplacement où ils doivent choisir entre persévérer dans la situation ou demander le déplacement. Donc, d'un côté, il y a l'idée de reconnaître
gérer la fatigue, gérer le besoin de prendre soin de soi, puis assurer la sécurité des autres membres de la famille, de soi puis des autres membres de la famille. Puis de l'autre côté, ben, il y a l'idée de respecter l'engagement qui est pris envers l'enfant, puis d'assurer la stabilité du placement. Et souvent, ce qui était assez intéressant, c'est que les parents d'accueil, c'est comme s'ils se retrouvent avec le sentiment que c'est eux qui doivent trancher ultimement, que c'est eux qui décident quand doit avoir eu le déplacement, alors que dans les faits, ce n'est pas une décision qui, selon la LPJ, par exemple, devrait leur revenir. C'est une décision minimalement qui doit être prise de façon partagée là, avec les services de protection de la jeunesse et qui est portée principalement par les services de protection. Quand on parle de comportement extrême, juste pour vous illustrer un peu, ici, on parle de sécurité physique qui est compromise, mais il y a une mère d'accueil qui nous dit ceci en parlant de la jeune fille qu'elle accueille chez elle. Elle avait des comportements violents envers notre fils, physiquement et verbalement. Elle allait à la même école que lui. Elle demandait aux autres de le frapper. J'avais peur, honnêtement, qu'elle prenne un couteau puis qu'elle descende pendant la nuit. Donc, vous voyez, quand on parle de comportement extrême, euh, c'est assez intense. Puis, il faut que je vous dise quand même que c'est des comportements qui sont extrêmes, mais qui sont pas de l'ordre de l'exception. Ce genre de crainte, de peur-là pour la sécurité, que ce soit physique ou psychologique, c'est plus de la moitié des parents d'accueil de mon échantillon qui ont parlé d'éléments de cette nature-là. Donc, le dilemme qui se dessine autour de ça, ben, les parents d'accueil utilisent des mots comme ce qu'on voit à l'écran, l'idée qu'il faut séparer son cœur entre sa famille puis l'enfant, entre l'impossibilité de choisir un camp entre l'enfant puis sa propre famille. Donc, vous voyez, c'est des mots qui sont assez forts là, pour illustrer cette fracture-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend du raisonnement éthique des parents d'accueil au fil de mes entrevues? Ce que j'ai vu, c'est que cette recherche-là d'équilibre entre persévérer mais voir qu'il peut avoir un excès de persévérance, qu'on peut aller trop loin, c'est vraiment difficile à faire quand on est en situation. Quand le stress est intense, quand il y a beaucoup d'émotions, cette réflexion-là est vraiment très difficile à mener, mais avec le recul, ils arrivent à voir les parents d'accueil à qui j'ai parlé que ça se peut ça se peut aller trop loin, ça se peut d'être dans l'espèce d'excès au niveau de la persévérance. L'autre aspect qui est observé, c'est que dans certaines situations, bien, les parents d'accueil s'appuient sur une espèce d'idéal d'engagement inconditionnel envers l'enfant, puis que quand la situation se corse, devient particulièrement difficile, bien, ça peut devenir un piège, ça peut entraver, si on veut, une réflexion là, apaisée sur c'est quoi les meilleures solutions dans la situation. Pour ce qui est de l'excès de persévérance, je vous amène un extrait d'une mère d'accueil qui nous dit ceci, avec le recul, en fait. Elle nous dit en repensant à cette situation, j'aurais pu tout perdre mon mari, ma maison, tout, puis me ramasser toute seule, plus capable d'être famille d'accueil parce que je suis fatiguée, je suis épuisée, qui m'a mis à terre. À un moment donné, il faut que tu sauves ta peau, il faut que tu sauves ton couple parce que sans ça, tu ne pourras plus en aider d'autres. Il faut que tu vois ça autrement. Donc, cette idée-là des concepts qu'on parlait tantôt, hein, d'avoir un équilibre entre persévérer, mais être dans l'excès au niveau de la persévérance, l'aspect de favoriser l'épanouissement de soi, mais aussi l'épanouissement plus large pour les autres enfants, pour les services de protection de la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans des extraits comme celui-là. Quand on parlait d'engagement inconditionnel tantôt, qui peut constituer un risque dans certaines situations, on a une mère d'accueil, Karine, ici, qui nous dit mon inconscient me disait, tu peux pas, si c'était ton enfant biologique, il faudrait que tu ailles jusqu'au bout. Tu ne peux pas abandonner cet enfant-là, c'est un devoir d'aller jusqu'au bout, peu importe si tu y laisses ta peau. Donc, vous voyez dans le fond vraiment une espèce d'entrave à la réflexion, là, de voir c'est quoi les solutions, c'est quoi les options qui se posent dans la situation. Pour elle, c'était impossible de voir d'autres options que le fait de continuer vraiment jusqu'au bout avec l'enfant. Donc, ça, c'est autour du premier défi éthique. Le deuxième défi éthique, c'est celui du partage de la parentalité. L'enjeu qui se pose, c'est que la présence du parent d'origine va venir menacer la relation sécurisante qui se développe dans la famille d'accueil. Puis le parent d'accueil va venir à se demander comment il doit se positionner face à un parent d'origine qui est hostile à son endroit. On l'avait vu, hein, c'est des choses qu'on avait vues dans la littérature, mais ici, on voit qu'il y a vraiment une dimension éthique à
à ce défi-là, puisqu'on parle ici aussi de besoins d'intérêt qui sont concurrents, de posture. Là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de se demander c'est quoi la bonne action à poser. Donc, on est entre accueillir puis rassurer le parent d'origine, puis mettre ses limites, référer à l'intervenant et suivre les attentes là, qui sont exprimées envers les parents d'accueil, finalement, là, par rapport à ce qu'ils devraient mettre en action avec les parents d'origine. Pour vous montrer un peu l'hostilité, une forme que ça a pu prendre dans une entrevue, je vous ramène un extrait présenté par une mère d'accueil qu'ici on a appelée Joanie, qui nous dit ceci. Elle dit: « Il est 3 heures du matin, on dort, mon téléphone sonne. Là, je commence à me faire sacrer après. Je me réveille, je ne comprends rien de ce qui se passe, mais à un moment donné, j'allume ce que ça doit être le papa des 2 petits garçons que j'ai à la maison. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré puis je n'ai pas été capable de me rendormir. C'est vraiment venu me chercher émotionnellement. J'étais triste pour la mère. En même temps, j'avais peur qu'ils débarquent chez nous parce qu'ils ont mon adresse. J'avais peur de ne pas être capable de gérer, surtout le papa qui avait l'air vraiment agressif. » Donc, vous voyez, de faire face à ça, de voir comment on se positionne quand on ressent une certaine empathie, mais qu'en même temps, il y a une crainte qui s'installe pour la sécurité. Ce qu'on observe par rapport au raisonnement éthique, c'est, entre autres, le fait que se référer aux descriptions officielles du rôle de parent d'accueil, suivre les consignes qui sont données, ça ne suffit pas parfois. Par exemple, il y a des parents d'accueil qui vont se référer davantage à leur valeur d'empathie, d'ouverture, qui vont vouloir être dans l'accueil, faire leur part pour comme, aider les parents d'origine à trouver leur place, mais ils vont sentir qu'ils sont en tension avec les attentes qui sont exprimées à leur égard. Cette recherche d'équilibre-là va être complexe. Ce que je voyais, c'est que c'était complexe là, entre l'ouverture, entre mettre des limites, surtout pour les jeunes familles d'accueil, jeunes, c'est-à-dire en expérience, en année d'expérience. On va continuer avec la situation de Joanie. Vous allez comprendre pour elle quelle forme ça a pris, cette espèce de tension-là. Ce qu'elle nous dit quand on continue de discuter de cette situation, elle nous dit: « Je l'ai fait parce que mon cœur de mère a pris le dessus, mais moi, ma job, c'est les enfants. Fait qu'il faut que je me mette ça dans la tête puis que j'apprenne à gérer mes émotions de maman au travers de tout ça. » Et moi, je lui demande: « Bien, si ça arrive à nouveau, est-ce que tu ferais la même chose ou tu ferais différent? » Elle dit: « Bien, il faudrait que je les réfère à l'urgence sociale. C'est ça que la DPJ me demande. Mais est-ce que je vais être capable de le faire? Je ne sais pas. Je me dis toujours que ça reste une mère, peu importe. » Donc, vous voyez un peu cet élan-là où elle voudrait être un peu plus dans une ouverture par rapport à la mère, mais qu'en même temps, elle sent que ce n'est pas ça qui est attendu d'elle. Alors, ça vous donne une idée du deuxième défi éthique là, qui peut se poser en lien avec le positionnement dans la parentalité. Le troisième concerne le défi de la collaboration, où le parent d'accueil va hésiter à exprimer sa vulnérabilité ou va hésiter à dénoncer des manquements qu'il observe de certains intervenants qui pourraient prendre des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant, par exemple. Et où, dans le fond, l'hésitation va venir d'une espèce de peur de subir des représailles. Les dilemmes dans ce défi éthique-là surviennent entre s'affirmer ou ne pas s'affirmer. Dans le fond, l'idée, c'est une tension entre nommer ses désaccords ou sa vulnérabilité pour assurer le meilleur pour l'enfant, dans le fond, pour avoir de l'aide ou pour corriger des situations où on ne serait pas dans une intervention optimale pour l'enfant. Et de l'autre côté, ben, c'est l'idée de se protéger, de protéger sa famille d'accueil, d'avoir une mauvaise réputation qui se répandrait dans les services de protection, d'avoir une note au dossier, de voir arriver éventuellement une fin de contrat. Donc, cette idée-là, tu sais, la crainte des représailles qui s'oppose, une espèce de réflexe d'autoprotection du parent d'accueil qui s'oppose à des moments où il devrait peut-être nommer certaines choses pour assurer le bien-être de l'enfant. Puis, il y a quelque chose de normal dans ça, là, au sens où les parents d'accueil, leur contrat de famille d'accueil, c'est leur mode de vie, c'est leur projet de vie. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux, là, donc qu'ils veulent absolument pouvoir conserver, puis où ils veulent durer dans le temps dans ce projet-là. Quelle forme ça prend la peur des représailles? Juste un petit exemple ici d'une mère d'accueil qui nous dit: « On aimerait ça pouvoir parler de ces choses-là, de nos difficultés, mais on ne se sent pas toujours qu'on peut en parler aux intervenants. On ne peut pas tout dire ce qu'on ressent, puis tout ce qui ne va pas, parce que c'est dangereux, c'est risqué d'en dire trop. » Un autre exemple où une jeune famille d'accueil parle de la crainte d'avoir une note à son dossier. Donc, Sarah qui dit: « Elle m'avait dit que si j'avais une note à mon dossier, ça pourrait me nuire pour les prochains placements. Mon premier placement, puis j'ai une note à mon dossier, je ne voulais pas me nuire. » Moi, je lui demande: « Bien, dans ce que tu imaginais, ça aurait pu être quoi les conséquences de cette note-là? » Bien, je me disais, peut-être, je ne sais pas, je me disais que peut-être qu'ils n'enverront juste pas d'autres enfants, comme si je n'étais pas capable. Donc, fermer ta famille d'accueil, c'est un peu ce que tu t'imaginais. Et là, elle me dit oui.
Donc, vous voyez cette crainte-là. Sarah, elle venait de commencer dans son rôle de parent d'accueil, mais ça faisait pas très longtemps, mais cette crainte-là puis le rapport de pouvoir qui existait, là, que les services de protection de la jeunesse, finalement, allaient avoir un peu le pouvoir de décider si elle allait continuer ou pas dans son rôle de parent d'accueil. C'était très présent, puis ça venait entraver, dans le fond, les choix qu'elle faisait entre, ben là, je nomme des choses, je dénonce des choses, je nomme que ça ne va pas bien, je demande de l'aide. Elle se retenait à ce niveau-là pour éviter de se retrouver à être mal perçue là, de la part dans la relation contractuelle, si on veut. Et dans ce défi éthique-là de la collaboration, bien, les observations sur le raisonnement éthique, c'est ce que je voyais, c'est que ça revenait souvent. En majorité, là, les parents d'accueil que j'ai rencontrés ont développé ce réflexe-là d'évaluer les potentielles conséquences avant de s'affirmer dans la relation de travail. Donc, l'autre chose qui était visible aussi, c'est qu'ils valorisent vraiment la collaboration, la conciliation. Et ça s'explique comment? Bien, il y en a qui me disent qu'ils ne sont pas tous en fait, ils ne sont pas tous à l'aise de se tourner vers leur syndicat, de peur de créer une espèce de dynamique plus axée sur la confrontation. Et il y en a plusieurs aussi qui m'ont dit que c'était utile d'avoir accès à un intervenant qui peut jouer un rôle de médiateur. Un peu à la façon des anciens intervenants ressources qui étaient un peu un pont, un liant entre le parent d'accueil puis des services de protection de la jeunesse quand il y avait des litiges ou des mésententes ou des choses qui n'allaient pas bien. Donc, cette idée-là de pouvoir bénéficier de quelqu'un qui aurait un rôle de liant, c'est quelque chose qui aidait beaucoup à préserver la relation de collaboration. En lien avec la crainte de se tourner au syndicat, un petit extrait ici. Mélanie qui nous dit ben, j'aime mieux les ententes à l'amiable, mais des fois, je sais que ça serait mieux que ce soit traité par le syndicat ou que ce soit écrit. Mais tu sais, moi, je ne suis pas du genre à partir en guerre puis à dire hey, je suis allée vérifier ça avec le syndicat m'a dit ça. Donc, on entend vraiment dans la façon dont elle parle qu'elle ne veut pas s'inscrire dans une dynamique de confrontation. Puis des fois, elle ne le fait pas, même si elle sait que ça pourrait l'aider dans les aspects de défense de droit là, des parents d'accueil. Donc, ce qu'on vient de voir, là, vous le voyez ici, je vous raffiche les trois bulles, les trois grands défis éthiques. Tout ça s'est ressorti assez fortement dans les entrevues. Souvent, il y avait une superposition dans tout ça. Des fois, c'était les trois volets ensemble qui se retrouvaient dans une même situation. Donc, plus il y avait de superposition dans les défis éthiques, plus ça amenait d'émotions négatives. Puis les émotions négatives qui étaient apportées par les parents d'accueil étaient parfois assez intenses. Donc, il parlait d'impuissance, de colère. Il parlait de sentiments d'échec, de tristesse, de culpabilité. Certains étaient même, ont même mentionné le désespoir là, des mères d'accueil qui, après un déplacement, ont vécu des états dépressifs assez difficiles et qui ont pris du temps, dans le fond, à se rétablir. Donc, ces émotions-là sont fortes quand ils sont encore des défis éthiques, des défis que les parents d'accueil m'ont rencontrés. Puis un des constats importants qui ressort de ma thèse, c'est que ces émotions difficiles-là, quand on les regarde sous l'angle de l'éthique, il y a un concept qui peut nous aider à comprendre de quoi il est question, amener un éclairage un peu différent, puis c'est la notion de détresse morale. Je vous explique c'est quoi la détresse morale. C'est un concept qu'on utilise, qui est assez utilisé, entre autres, en travail social, mais pour l'accueil familial, ce n'est pas quelque chose qu'on a exploité jusqu'à maintenant, mais je trouve que ça ouvre un nouveau regard, une nouvelle compréhension sur ces émotions-là. La détresse morale, c'est quoi? C'est la douleur psychologique et émotionnelle qui survient lorsqu'une personne sent que des contraintes l'empêchent de faire ce qui est la bonne chose à faire. Donc, je ne sais pas si, quand vous voyez cette définition-là, s'il y a des choses qu'on vient de discuter qui vous reviennent, mais des contraintes qui empêchent de faire ce qui est la bonne chose à faire dans les défis éthiques, on peut en déceler quelques-unes. Par exemple, dans le défi éthique qui concerne les besoins, l'équilibre des besoins entre les besoins de l'enfant et les besoins des autres membres de la famille, l'état du réseau, l'état des services, c'est une contrainte qui rend plus difficile pour les parents d'accueil de vraiment arriver à trouver l'équilibre entre les besoins de tout le monde. L'accès qui est difficile aux services, la pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte que le soutien est limité, le manque de formation. En fait, les parents d'accueil m'ont dit à travers la présentation des défis que il essayait là, de se tourner vers ces ressources-là, le soutien des services spécialisés, la formation et tout ça, mais avec un succès qui était un peu mitigé, puisque parfois les services de soutien n'étaient pas disponibles, puis que l'accès à la formation était limité aussi pour les parents d'accueil.
Donc, ça pose une contrainte. Il voudrait garder l'enfant, mais à cause d'un réseau qui est parfois en difficulté, ils peuvent pas, ils n'arrivent pas, dans le fond, à concilier les besoins de tout le monde. Une deuxième contrainte qui est ressortie des entrevues, c'est une contrainte qui est de l'ordre des règles qui régissent la relation de travail. Celle-là, c'est apparu, vous ne serez pas surpris, là, vraiment dans le défi éthique qui concerne la collaboration. On parle des règles qui vont régir la relation de travail, c'est-à-dire, dans le fond, tout ce qui touche le contrôle de la qualité des services, la centration sur les services rendus, euh, vraiment ces attentes-là de qualité là, pour les parents d'accueil. Le soutien aussi qui va se limiter aux besoins de l'enfant puis qui n'est pas centré sur ce que le parent d'accueil vit lui-même. Il y en a qui nous ont dit ben, j'aurais aimé ça pouvoir parler librement de ce que ça me fait vivre à moi, mais en même temps, ce n'est pas vraiment leur rôle. Et bien, tous les aspects de définition du rôle, si on le voyait dans les attentes qui étaient transmises aux parents d'accueil, dans le défi plus en lien avec la parentalité, là, de voir, ben, toi, ton rôle, c'est de t'occuper de l'enfant, c'est pas de t'occuper du parent d'origine. Alors là, ben, un parent d'accueil qui sent qu'il pourrait être un peu plus comme en ouverture avec le parent d'origine, mais il sent que c'est pas ce qui lui est demandé, c'est pas ce qui est attendu de lui. Ça aussi, ça peut poser une certaine contrainte. Donc, les contraintes, les deux premiers niveaux de contraintes, c'est vraiment davantage en lien avec les institutions, avec les services, comment sont organisés les services, puis la relation de travail. L'autre source de contraintes est un peu différente. Je l'ai nommé ici en l'appelant les normes finalement qui sont plus associées à la bonne parentalité, mais quand ils sont utilisés comme des injonctions. Là, on en a parlé un petit peu tantôt, ces parents d'accueil-là qui parlent d'engagement inconditionnel et qui voient comme une espèce de très forte obligation face à l'enfant. Euh, Aussi, l'abnégation qui fait partie du rôle. Les parents d'accueil ont beaucoup parlé de ça. Ça fait partie du rôle de s'oublier soi-même quand on est parent d'accueil. Effectivement, ça peut être important à certains moments, sauf que quand on en fait une règle, une absolue, ça peut devenir une contrainte à prendre la bonne décision là, dans des situations quand ça se complique avec l'enfant. Toutes les notions reliées à l'attachement aussi puis à la stabilité relationnelle, c'est des notions où les parents d'accueil parfois ont intégré le fait que s'ils demandent le déplacement, ils vont faire un tort irréparable à cet enfant-là. Et l'aspect le plus délicat de tout ça, c'est que souvent, c'est comme s'ils portent toute la responsabilité de ça. Eux doivent s'assurer de la stabilité relationnelle, eux doivent s'assurer de ne pas demander de déplacement. Je parlais tantôt qu'ils s'attribuent cette responsabilité-là de prendre la décision finale du déplacement. Donc, c'est quelque chose qui leur pèse très lourd sur les épaules. C'est pas faux qu'un déplacement va avoir des impacts sur la sécurité affective, sur l'attachement, mais dans le fond, ça soulève la question de comment on peut faire euh, pour pas que ça devienne un tel poids porté seulement par eux sur leurs épaules. Parce que c'est ça un peu qui ressortait dans les situations. C'est comme si la culpabilité était très grande pour les parents d'accueil de penser qu'elle allait faire vivre ça à l'enfant. Donc, des contraintes qu'il y en a, des contraintes qui entravent la réflexion éthique, des contraintes qui entravent, dans le fond, la posture qu'ils souhaiteraient prendre face aux défis éthiques. Donc, ce qu'on peut se dire de tout ça, c'est que quand ils se sentent empêchés de faire ce qu'ils pensent être la bonne chose par les contraintes qu'on vient de voir, bien, ça va induire pour eux une forme de détresse morale. Donc, ces émotions-là, chez les parents d'accueil, on les connaît, ils étaient déjà documentés, sauf qu'ici, on vient ajouter comme une espèce de couche supplémentaire d'analyse là, pour se dire, bien, il y a une dimension éthique à tout ça, il y a une dimension qui est peut-être la détresse morale, puis à partir du moment où on se dit ça, bien, on peut se poser la question, bien, comment on fait pour diminuer cette détresse morale-là? C'est quoi les leviers que va nous offrir l'éthique des vertus? Donc, la première chose, le premier levier, peut-être, c'est de s'entendre sur l'idéal de pratique dont on parlait tantôt, c'est de venir formaliser l'idéal de pratique. L'éthique des vertus propose, dans le fond, à ce niveau-là, de vraiment collectiviser les réflexions autour de la gérétique, puis de définir cet idéal de pratique. Ce que ça va permettre, dans le fond, c'est de faire face un peu plus efficacement aux contraintes si on est au clair avec c'est quoi l'essence de notre rôle, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Dans les entrevues, au niveau de l'idéal de pratique, les parents d'accueil, ce qu'ils nous ont dit, c'est que dans la définition officielle de leur rôle, ce que disent les lois, les cadres de référence, on parlait de l'épanouissement de l'enfant, de sa sécurité, de son développement, des services attendus. Par contre, quand ils me parlaient de leur situation, ils me parlaient de quelque chose de beaucoup plus large au niveau du développement de l'enfant. Ils parlaient de son bien-être, d'une vie familiale normale,
de répondre aux besoins, d'avoir un lien de confiance avec un adulte bienveillant, de sécurité affective, d'appartenance, de trouver sa place dans la société. Vous voyez, fait que l'épanouissement de l'enfant, c'est quelque chose qui, dans leur conception de leur idéal de pratique, c'était pas mal plus large que juste assurer la sécurité, assurer que les services soient de qualité pour l'enfant. On allait au-delà de ça. Il me parlait aussi beaucoup plus largement que de seulement l'épanouissement de l'enfant, puis c'est là que ça rejoint l'éthique des vertus, puis que c'est intéressant. Il me parlait que c'est important d'assurer l'épanouissement des autres membres de la famille, donc de préserver le sentiment de sécurité, d'avoir des valeurs d'entraide qui soient transmises. L'épanouissement plus de la société, bien, faire sa part au niveau social, contribuer à ce que le jeune vienne s'intégrer dans la société, c'est quelque chose qui ressortait aussi. Comme on a parlé, il s'intéressait aussi à l'importance de l'épanouissement du parent d'origine, là, donc de rassurer, de contribuer à ce que le parent trouve sa place. Puis, le parent d'accueil lui-même, ben, lui-même souhaitait évidemment se réaliser, vivre une relation nourrissante, puis être capable d'être en équilibre dans ce rôle-là. Fait que ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que tous ces aspects-là de ce qui est l'essence du rôle de parent d'accueil, en ce moment, ce n'est pas formalisé nulle part. Donc, il y a quelque chose que pour soutenir la gérétique, il faudrait avoir des repères plus clairs de c'est quoi la bonne chose à faire euh, quand on est en situation difficile, quand on fait face aux défis éthiques. Déjà, d'avoir quelque chose de clair à ce niveau-là, qui est consensuel, qu'on s'entend là-dessus, je pense que ça pourrait aider à soutenir la génétique des parents d'accueil. En tout cas, leur donner un peu de force, un peu de conviction dans ce qu'ils souhaitent mettre en place dans les bonnes actions à poser. Puis, l'autre aspect, l'autre levier que nous propose Éthique des vertus, ben, c'est de voir c'est quoi les vertus qui seraient utiles pour les parents d'accueil, puis est-ce que ces vertus-là pourraient être utilisées là, vraiment concrètement dans les situations pour guider là, leurs actions en accueil familial. Il y a 3 vertus que je trouvais qui ressortaient. Je me suis inspirée des travaux de 2 personnes, une travailleuse sociale, Banks, que j'ai mentionné plus tôt, puis une infirmière qui est Gallagher, dans le fond, qui a écrit un livre ensemble en s'intéressant aux vertus qui sont utiles dans les métiers de la relation, si on veut, travail social, sciences infirmières. Parmi les vertus qu'eux ont identifiées, il y en a 3 que je trouve qui résonnaient particulièrement avec les entrevues que j'avais faites avec mes parents d'accueil, puis que j'ai essayé de voir comment ça pourrait se décliner ici, des vertus de l'accueil familial, si on veut. La première, c'était le courage. Puis, dans le fond, pour les parents d'accueil, c'est l'idée de faire face aux difficultés, mais aussi d'évaluer avec nuance puis sensibilité les conséquences de persévérer ou de demander le déplacement. Dans les entrevues, on l'a vu tantôt, le risque de trop persévérer ressortait. Donc, ici, on n'était plus dans l'épanouissement ni de l'enfant, ni du parent d'accueil, ni des services de protection, ni de personne. Donc, quand on persévérait trop, il y avait des conséquences très négatives qui pouvaient arriver. L'autre pôle, qui serait une espèce de démission hâtive, on peut penser que ça existe, mais je ne l'ai pas vu dans mes entrevues. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ensuite, la vertu du respect pour les parents d'accueil, je trouvais que c'était, dans le fond, vraiment de l'ordre de trouver l'équilibre entre le respect des autres et le respect de soi, dans la relation de travail principalement. On a vu dans mes entrevues, dans ce que j'ai présenté tantôt, le risque de glisser vers un état de confrontation là, où l'épanouissement de l'enfant est au second plan. Donc, cette espèce de confrontation qui monte en escalade un peu, si on veut, puis où on se retrouve dans une lutte, mais où l'enfant, parfois, là, comme la collaboration est très fragilisée et c'est plus vraiment capable de travailler ensemble pour l'enfant, on risque d'oublier, de prioriser l'enfant dans nos décisions. L'autre chose qui est ressortie dans l'entrevue, c'était le risque d'abdiquer à se défendre soi-même ou à défendre l'enfant. Puis là, j'ai vu des parents d'accueil dans mes entrevues qui m'ont dit, à un moment donné, je savais, moi, qu'ils ne réagissaient pas bien à la suite des contacts, mais j'ai arrêté de le dire. J'ai arrêté de le dire parce qu'on ne m'écoutait pas, on pensait que j'inventais, on me faisait sentir très coupable par rapport au discours que je tenais. Fait que moi, je voyais l'enfant qui arrivait, l'enfant qui me disait, j'ai pas envie d'y aller, mais je prenais des notes, mais j'ai arrêté de le dire à l'intervenante parce que j'étais comme tannée de me faire tomber dessus finalement. Donc, ce discours-là existait aussi. Donc, ici, on n'est pas dans l'éthique, on n'est pas dans une position où on favorise l'épanouissement de tous. Donc, ce risque-là de tomber vers l'extrême, d'abdiquer est aussi présent, aussi existé à travers mes entrevues puis les défis éthiques qui m'ont été rapportés. La dernière vertu, qui est la vertu du care, qui est l'idée de faire preuve d'une conscience attentive, de décoder les besoins, d'y répondre avec attention, avec sensibilité, donc vraiment d'être dans une relation où on est dans
dans le prendre soin de l'autre personne. Ça existe avec l'enfant, ça existe aussi avec le parent d'origine. Donc, d'être conscient des besoins, mais de trouver un équilibre là, pour être à la bonne place dans cette relation-là. Ce qui est ressorti dans mes entrevues, il y avait une espèce de risque d'enchevêtrement. Tu sais, si on pense à la mère qui m'a parlé de l'appel à 3 heures du matin, bien, il y a un risque qu'elle tombe, qu'elle soit happée par la relation de care, là, qu'elle soit vraiment un peu enchevêtrée avec ses parents-là, puis qu'elle n'arrive pas à bien mettre ses limites. De l'autre côté, ben, il y aurait une espèce d'indifférence possible quand on dit, bon, un parent d'accueil, par exemple, qui référerait systématiquement le parent d'origine aux intervenants, qui ne serait pas à l'écoute de qu'est-ce qu'il pourrait faire, dans le fond, pour créer une relation où tout le monde trouve sa place minimalement, de contribuer du moins à ça. Il pourrait y avoir une espèce de glissement vers une forme d'indifférence. Fait que vous voyez, ces vertus-là, moi, ce que je trouvais intéressant pour l'avoir été proche des parents d'accueil, c'est que je me disais, ben, il me semble que de travailler avec ça dans le quotidien, de dessiner les vertus sur un apron, sur un coin de table, dans un cahier, puis de voir, ben, toi, tu penses que tu es où tu penses que tu te situes. Puis peut-être de lever certains tabous sur le fait que, ben, peut-être que si on est d'un bord ou l'autre, ce n'est pas l'idéal, mais où est-ce qu'on peut se rejoindre dans le milieu? Où est-ce qu'on peut trouver un espace dans le milieu où l'enfant va être bien, mais que le parent d'accueil aussi va être bien, parent d'origine va être bien? Fait que finalement, où tout le monde va pouvoir avoir accès à une forme de bien-être puis d'épanouissement, je me disais que ça apporte quand même des outils puis des ancrages concrets pour aborder des discussions difficiles parfois avec les parents d'accueil. Alors, les leviers de l'éthique des vertus sont un peu à ce niveau-là. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vous amène un peu, c'est le temps de conclure la présentation, puis après ça, on va jaser un peu plus. Là, on verra si vous avez des questions, si ça a été clair pour vous, si vous trouvez ça pertinent et intéressant. Qu'est-ce qu'on retient, dans le fond, de ce travail-là, de cette thèse-là? Euh, je- Peut-être les choses les plus importantes, c'est l'idée que les défis, les inconforts que vivent les parents d'accueil ont une dimension qui est résolument éthique, qui concerne des questionnements sur les bonnes actions à poser, comment on peut être bien positionné pour assurer l'épanouissement de tout le monde. L'autre constat, c'est que le fait que dans les 3 grands défis éthiques, bien, les émotions difficiles peuvent être comprises quand on les regarde avec un œil éthique comme une conséquence du dilemme éthique. Là, ça, on en a un petit peu moins parlé, mais quand il y a un choix qui est impossible entre 2 options, forcément, quand on fait un choix, on vit des émotions difficiles par rapport au fait qu'il a fallu faire un deuil, qu'il a fallu laisser tomber quelque chose. Face au dilemme du déplacement, si on reste dans la difficulté, mais si on décide que l'enfant doit quitter, ben, on vit avec une forme de culpabilité, de tristesse, de deuil de voir l'enfant partir. Donc, vous voyez, cet aspect-là des dilemmes éthiques vient expliquer une partie des émotions difficiles qui sont là dans les défis éthiques. L'autre couche qu'on a un petit peu plus parlé là, en fin de présentation, c'est l'idée que ces émotions-là peuvent aussi être comprises comme de la détresse morale, où le parent d'accueil a une idée de ce qu'il faudrait faire pour assurer que tout le monde soit bien le mieux possible dans la situation pour le bien-être de l'enfant et tout. Mais il y a des contraintes qui l'empêchent de faire ce qui est la bonne chose à faire. Donc, il n'a pas accès aux services, il se retrouve un peu coincé dans la crainte des représailles, il s'accroche de façon peut-être trop forte aux normes de la bonne parentalité là, qui disent, ben, il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que tu t'oublies dans ça. Donc, tout ça, dans le fond, qui vient entraver le fait de dire, ben moi, c'est ça que je pense que je dois faire, puis j'y arrive. Donc, ça peut causer une forme de détresse morale. Puis finalement, la dernière partie de la présentation venait dire, ben, peut-être que si on définit mieux cette pratique-là, qu'on formalise un peu plus l'essence de ce que c'est être un bon parent d'accueil au-delà des cadres de référence et des lois qui nous donnent des descriptions un peu plus techniques, peut-être de ce que c'est de ce qui est attendu des parents d'accueil. Si on définit cette pratique-là un petit peu plus largement, ben, euh, peut-être que la pratique, les vertus qui pourraient guider l'action pourraient les aider à faire face aux émotions difficiles puis à relever les défis, là, les défis éthiques qui sont présents dans l'accueil familial. Maintenant, si on se donne peut-être des petites pistes de plus concrètement, comment on pourrait faire ça quand on part d'ici, maintenant, aujourd'hui, cheminer vers un accueil familial plus éthique, si on veut, vers moins de détresse morale.
une première piste, comme on vient de se dire, c'est de développer vraiment une compréhension commune de l'idéal de pratique. Fait que des lieux d'échange puis de réflexion, je pense qu'il faut qu'il y ait lieu entre parents d'accueil. Au-delà des structures de défense de droit, parce qu'on est au-delà de la défense de droit, c'est vraiment de se dire, ben, c'est quoi être un bon parent d'accueil? Il faut s'entendre sur ces questions-là, puis rendre ça un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Euh, mais aussi faire ce travail-là avec d'autres acteurs pour que la compréhension commune se développe aussi avec les acteurs, par exemple, la protection de la jeunesse. Donc ça, je pense que ça pourrait aider à soutenir des bonnes décisions. Ensuite, il y a l'idée que l'éthique des vertus amène de ne pas laisser dans l'angle mort l'épanouissement du parent d'accueil. On parle beaucoup d'intérêt de l'enfant. Au cœur de la protection de la jeunesse, c'est vraiment la sécurité, le développement de l'enfant qui sont là. Puis avec la LRR, le soutien aux parents d'accueil, entre autres, a été un peu mis de côté. Il y a un retour du balancier en ce moment. Il y a des initiatives qui reviennent là, mais je pense qu'il faut vraiment continuer et donner un élan au retour de balancier si on va être dans une pratique qui est éthique, puis si on veut assurer une pratique là, où tout le monde va pouvoir trouver son compte. Par exemple, ça peut prendre des formes suivantes. L'idée de déployer des approches sensibles au trauma, ce qui est déjà en cours dans plusieurs régions. Ces approches-là sont pertinentes pour agir sur la détresse morale pour les personnes intervenantes en protection de la jeunesse. C'est documenté. Il y a des réflexions qui ont lieu par rapport à ça. Donc, pourquoi pas pour les parents d'accueil? Une autre piste serait de vraiment favoriser l'auto-soin, les pratiques de ce qu'on appelle le self-care en anglais, mais d'en faire une responsabilité collective. C'est facile de penser que le parent d'accueil doit porter ça, prendre soin de soi, mais c'est beaucoup plus qu'une responsabilité collective. Ça prend des systèmes, ça prend des organisations qui vont sensibiliser, qui vont offrir des réelles opportunités, qui vont planifier l'auto-soin avant qu'on se retrouve en trop grande difficulté. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement une responsabilité individuelle du parent d'accueil. Et une autre piste serait de miser sur le mentorat, formaliser des initiatives de ce type-là. Ça a été mentionné là, dans les entrevues face aux défis éthiques, les parents d'accueil plus jeunes, mais qui pouvaient s'appuyer sur des parents d'accueil d'expérience, ils arrivaient mieux à traverser les défis éthiques qu'ils rencontraient. Parce qu'ils pouvaient profiter de l'expérience, d'une réflexion plus approfondie sur les enjeux de l'accueil familial. Donc, ces initiatives-là peuvent grandement contribuer aux parents d'accueil, à l'épanouissement du parent d'accueil. Donc, je pense qu'on devrait continuer dans cette direction-là. Et finalement, peut-être une dernière piste, c'est vraiment cette idée de remettre la collaboration au cœur des pratiques. Ces entrevues-là, je trouve qu'ils ont vraiment mis en lumière, pour moi en tout cas, les effets indésirables d'une relation contractuelle qui est axée peut-être d'une façon un peu trop importante sur le contrôle de la qualité des services. C'est sûr qu'on veut des services de qualité pour les enfants, c'est un incontournable, mais comment on peut réfléchir autrement? Comment on peut peut-être avoir un contrepoids à cette relation-là où on a vraiment un espace de collaboration qui prend le dessus. Je pense que ça existe. Je pense qu'on a aussi des pratiques collaboratives dans des milieux cliniques qui sont très, très bonnes à certains égards, là. Sauf que dans mes 19 entrevues, presque tous les parents d'accueil m'ont parlé de cette crainte-là des représailles. Donc, ça parle quand même. C'est quelque chose qui est important. Ça se confirme dans certaines autres études aussi récentes sur l'accueil familial. Euh, il y a des effets indésirables de mettre de l'avant le contrôle de la qualité de la manière dont on le fait avec la LRR depuis son adoption. Donc, minimalement, est-ce qu'on ne pourrait pas affirmer clairement l'importance de déployer des mesures de soutien et de prévention avant de mettre en place des mesures de contrôle? C'est pas toujours, j'ai l'impression, si clair que ça, ou les services peut-être ne sont pas disponibles facilement pour mettre en place ceci, mais je pense que dans ce qui est attendu, dans même le cadre de référence, l'aspect préventif du contrôle de la qualité, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a tablé tellement. Donc, peut-être que ça pourrait faire l'objet là, de réflexion pour voir bien, comment on peut remettre cette collaboration-là vraiment au cœur des pratiques, puis pour atténuer les effets du contrôle de la qualité des services là, qui induisent vraiment des contraintes assez importantes pour les parents d'accueil dans l'exercice de leur rôle. Donc voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais être bien intéressée à voir ce que vous pensez de ça, là, d'utiliser l'éthique, d'utiliser l'éthique pour comprendre l'expérience des parents d'accueil.
Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a eu Merci. des questions. Je pense qu'il n'y a pas eu tant d'interventions dans le chat. Je vais être intéressée de voir qu'est-ce que les gens ont à dire. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était effectivement super intéressant. En fait, tu sais, d'amener un autre angle, en fait, là, pour pouvoir, avec l'éthique, euh, pour pouvoir s'intéresser, tu sais, se pencher sur la question là, de l'exercice du rôle de parent d'accueil, puis de voir un peu aussi qu'est-ce que ça peut, en tout cas, générer chez nos parents d'accueil comme expérience là, pour ultimement hein, peut-être réfléchir à d'autres, des moyens innovants aussi pour accompagner, pour soutenir nos parents d'accueil. Merci beaucoup. Euh, J'invite effectivement les gens à ne pas se gêner, à mettre des questions dans le chat. Euh, on a un commentaire quand même là, de Pétale Québec qui dit tout à fait pertinent, une riche étude qui confirme avec justesse la réalité des familles d'accueil et est partagée par ces familles au travers des services offerts par Pétale Québec. Donc, effectivement, je sais que Pétale Québec, là, parmi en fait les familles qui vont les contacter pour avoir du soutien ou des services, là, Pétale étant un organisme en attachement ou au niveau des difficultés d'attachement. Donc, c'est sûr que, un peu comme tu l'as mentionné un petit peu au début avec le premier défi, il y a un défi qui existe aussi quand l'enfant est en grand besoin, puis comment pouvoir intervenir auprès de ces parents-là. Oui, Euh, oui, je ne sais pas j'a- si tu veux réagir. oui, ben, en fait, j'allais juste réagir à ça en disant, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, mais moi, ce qui m'a frappé à travers les entrevues, c'est le fait que c'était vraiment pas exceptionnel de vivre des difficultés que moi, je qualifiais d'assez extrêmes. Là. Tu sais, vous avez vu le petit verbatim tantôt avec un parent d'accueil qui avait vraiment peur pour la sécurité de son enfant. Euh, bon, c'était pas toutes des histoires où c'était de la sécurité physique, mais beaucoup de parents d'accueil m'ont raconté des situations qui sont devenues à un moment ou l'autre de leur parcours euh, dans des zones assez extrêmes de risque pour la sécurité psychologique ou la sécurité physique. Donc, c'est pas à 100% du temps, mais les parents d'accueil risquent de rencontrer ces situations-là. Donc, ils risquent d'être pris avec le dilemme du déplacement puis à porter cette grande responsabilité-là là, de résoudre un dilemme impossible finalement. Là. Donc, Mhm. c'est ça. Fait que je pense que ça arrive, faut pas banaliser, je pense que ça arrive souvent finalement dans ce rôle-là. Là. Oui, effectivement. Puis, tu sais, pour parler peut-être aussi là, des travaux d'une étudiante que je dirige, là, Karine Tremblay, au niveau du doctorat maintenant, mais on voit que même chez les familles banques mixtes aussi qui adoptent les enfants, ben, il y a aussi, en tout cas, on remarque, c'est pas dans toutes les familles d'accueil banques mixtes, évidemment, mais il y en a qui sont effectivement aux prises avec ce même genre de problématique avec l'enfant. Donc, une fois qu'il est adopté, ben, c'est plus difficile d'aller chercher du soutien aussi à l'extérieur, puisque la DPJ n'est plus nécessairement là. Puis parce que aussi les services plus généraux, peut-être aux familles, ne sont pas nécessairement non plus équipés pour répondre à ce type de problématique-là. Mhm. D'autres commentaires donc, qui arrivent tranquillement dans le chat. Toujours avec Pétale, en fait, une question, un angle essentiel pour mieux définir le rôle des parents d'accueil, est-ce que ça pourrait favoriser leur statut professionnel, dans le fond? Je ne sais pas si... Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Un angle essentiel pour définir le rôle des parents d'accueil pourrait favoriser leur statut professionnel. Je pense que c'est au-delà, je vais tenter une réponse, là, puis on pourrait y Mhm. revenir, mais je pense que c'est au-delà de la dualité parent-professionnel. C'est un peu ça l'intérêt. Tu sais, quand on voyait tantôt l'espèce de figure là, où on voyait tous les morceaux, tu sais, l'épanouissement des différentes personnes qui étaient concernées, qu'est-ce qui est au cœur, qu'est-ce qui est dans l'essence du rôle de parent d'accueil, ben, la plupart des morceaux dans ça étaient ni complètement parental, ni complètement professionnels. Tu sais, puis je trouve que c'est un peu ça que j'ai l'impression, c'est que de le voir de cette façon-là, ça permet un peu de dépasser cette idée-là
de dualité irrésoluble un peu dans ce rôle-là. Ça fait partie de leur rôle, mais comment on fait après ça pour se dire, ben, c'est quoi la prise de décision qu'on peut faire au quotidien? Comment on peut faire face aux défis éthiques? Donc, je sais pas, je ne suis pas certaine que ça favoriserait leur statut professionnel, mais mon espoir, ça serait que ça favorise euh, une capacité à faire face plus sereinement aux défis éthiques là, qui se présentent. Donc, c'est ça que j'ai envie. En tout cas, c'est ce que ça me fait, ça m'amène comme réflexion, là, cette réflexion-là de Pétale. Et en fait, peut-être, tu sais, j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis, autant pour le parent d'accueil en tant que tel, tu sais, de prendre conscience de ces événements-là, de ces éléments-là, mais aussi tous les autres acteurs qui gravitent autour du parent d'accueil aussi, d'avoir cette compréhension-là par rapport aux dilemmes qui peuvent être vécus par le parent d'accueil, bien, ça peut aussi les amener peut-être à se positionner différemment pour être capable de les soutenir aussi. Mhm, absolument. Mm. Ah, On a aussi un commentaire de Nancy Roussel, donc merci, pertinent et percutant. La révision du cadre de référence sera le moment de nommer la remise de la collaboration au cœur de la pratique. Donc, je pense que absolument. Marie-Pierre, tu es impliquée aussi dans les Oui, travaux du ministère concernant la révision du cadre de référence. Donc, ce ben sera oui, très utile de t'avoir là. c'est clair. Puis, tu sais, oui, je pense que c'est un bon moment. Tu sais, je parlais à la fin peut-être des dérives. Je ne sais pas si j'ose employer ce mot-là, qu'on a vécu avec l'emphase qui a été mise très grande sur le contrôle de la qualité des services. Là. Tu sais, tout ce volet-là, c'est pas question de se dire, ben, on balaie tout ça du revers de la main. Là. L'éthique des vertus, c'est l'éthique de l'équilibre. Hein? Fait que c'est vrai là aussi. Il faut s'assurer d'avoir des services de qualité, mais est-ce que dans le cadre de référence, on peut réaffirmer ça? Comme tu disais, Geneviève, là, je vais être impliquée sur le comité aviseur là, pour la révision du cadre de référence à RIRTF. Puis c'est clairement le genre de message que je vais porter, là, de voir comment on peut avoir une approche plus de soutien, de prévention pour les parents d'accueil. Puis, Hum. puis je trouve que l'aspect aussi le soutien aux parents d'accueil qui a été un peu laissé dans l'angle mort. Là, quand on s'entend pour dire que l'essence du rôle de parent d'accueil, c'est d'assurer l'épanouissement de bien des gens au-delà de seulement l'enfant, ça redonne un sens à se dire, ben, OK, ben oui, il faut s'assurer que le parent d'accueil puisse s'épanouir dans ce rôle-là aussi. Oui, il faut s'assurer de le soutenir pour qu'il reste en équilibre, euh, ainsi que les autres personnes concernées par l'accueil. Donc, je trouve que là, on vient avoir un regard plus large puis qui permet finalement, qui favorise la gérétique là, au sens où l'éthique des vertus nous le propose. Là. Fait que c'est ça. Je pense que ça peut venir comme apporter d'autres arguments là, pour changer les angles qu'on a privilégiés là, depuis qu'on a adopté cette loi-là, la loi de la représentation des ressources. Tout à fait. Puis, ça va un peu dans le même sens aussi là, qu'un autre commentaire laissé par Sophie Gilbert qui dit tout à fait réaliste selon le travail que je fais auprès des familles d'accueil. Je crois que les intervenants ressources devraient être ramenés en poste. Donc, Oui. cette idée d'avoir un intervenant pour le parent d'accueil et pas uniquement quelqu'un qui contrôle la qualité finalement. Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant de constater dans mes entrevues, c'est que ben, pour le meilleur et pour le pire, il y a des disparités entre les régions. Hein. On le sait, c'est un enjeu qu'on vit beaucoup. Les parents d'accueil dans les différentes régions ne vivent pas la même réalité partout. Puis il y a des régions où ce rôle-là d'intervenant ressources a traversé le temps. Donc, il y a des régions où il appelle encore intervenant ressources, puis que c'est clairement un rôle de soutien pour les parents d'accueil qui est un peu comme un peu en porte-à-faux avec les positions prises dans le cadre de référence, mais qui existent encore sur le terrain, où il y a des régions où il appelle intervenant qualité, mais qu'il y a des individus qui, eux, sont là depuis longtemps puis qui se disent, ben moi, je trouve ça important d'être là pour offrir du soutien, fait que je vais le faire pareil. Fait que, tu sais, quand on parle d'une pratique éthique, là, puis d'aller au-delà des attentes de ce qui nous est demandé, ben, il y a des intervenants qui le font aussi. Donc, c'est assez fascinant de voir ça. Puis vraiment, les parents d'accueil qui avaient un intervenant soutien, un intervenant médiateur comme ça, euh, c'était d'une grande aide pour réussir à aplanir certains défis éthiques. Là. C'est comme si ça les préservait d'avoir à choisir dans ce dilemme-là entre je m'affirme puis je suis en confrontation avec mon syndicat, quoique les syndicats sont très utiles pour autre chose aussi, là, je ne veux pas caricaturer, ou qu'est-ce que je fais avec ça? Je parle ou je ne parle pas, je m'affirme ou je ne m'affirme pas, ben, d'avoir une tierce personne
Ça aidait vraiment beaucoup à aplanir là, les tensions là, à ce niveau-là. Mhm. Voilà. Intéressant. Puis tu vois, il y a Christine à côté qui dit, elle, dans notre CIUS, nous avons créé des intervenants au soutien RTS. C'est Donc, merveilleux. on voit qu'il y a des initiatives, effectivement, comme tu dis, qui traversent les cadres législatifs et qui... Qui traverse les cadres législatifs, mais je pense qu'il y a eu une reconnaissance plus large là, quand même. Je pense qu'il faut rendre justice. Là, le ministre Carman a quand même alloué des budgets il y a quelques années maintenant pour ramener du soutien aux familles d'accueil. Mm. Je pense qu'on a, on a pris conscience un peu collectivement là, de la limite du modèle qu'on était en train d'installer, puis qu'il fallait revenir à quelque chose où on remettait le soutien de l'avant. Je pense que oui, je pense il faut pouvoir aller là. Donc, les régions qui le font, c'est tant mieux. Après ça, il faut que ça devienne quelque chose, je pense, qui est très formel, qui est très officiel, là. Il ne faut pas qu'on sente qu'on va à porte-à-faux de quelque chose quand on offre du soutien aux parents Mhm. d'accueil. Il faut sentir qu'on fait exactement ce qui est la bonne chose puis que c'est ce qui devrait être fait. Je pense que c'est là l'enjeu, c'est de légitimer ces actions-là puis qu'on ne sente pas justement qu'on va à contre-courant de quelque chose. Donc, de se permettre de remettre en question un peu puis de voir autrement. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis peut-être, en fait, je vais en profiter, moi, pour te poser une des questions qui m'est venue aussi en t'écoutant. Oui. Mais je pense en fait qu'il y a vraiment effectivement cet enjeu-là hein, de, de- d'accorder en fait aux parents d'accueil un certain espace dans la relation avec le système de protection de la jeunesse, tu sais, pour qu'ils puissent quand même jusqu'à un certain point exprimer cette détresse-là parce que dans le fond, il peut y avoir des besoins de soutien, d'accompagnement qui sont légitimes, puis qui vont ultimement aussi aider l'enfant ou les enfants qui sont dans la famille d'accueil par la suite. Fait que, tu sais, je ne sais pas si toi, tu avais des réflexions tu sais, par rapport à comment, là, je me disais, c'est peut-être plus au niveau du savoir-être aussi des intervenants ou de justement, tu sais, aller au-delà des fois des cadres puis du rôle qu'eux ont à jouer comme représentants du système de protection de la jeunesse, tu sais, mais comment tu sais, peut-être c'est ça dans le savoir-être, comment ils peuvent offrir cet espace-là aux parents d'accueil pour qu'on arrête d'avoir peur, en fait, de le dire quand on vit des difficultés ou quand on vit des choses plus difficiles, puis sans que ça n'en vienne à avoir peur de représailles ou même de se faire retirer l'enfant ou de faire fermer la famille d'accueil. Mhm. C'est super intéressant ta question parce que, dans la façon dont tu l'amènes, je trouve qu'on voit le parallèle avec le rôle de l'intervenant en protection de la jeunesse. C'est qu'il y a un double rôle de soutien puis d'autorité. C'est comme si les intervenants qui travaillent avec les familles d'accueil se retrouvent eux aussi un peu pris, dans cette dualité-là. Comment on peut faire ça, soutenir, puis en même temps assurer une surveillance de ce qui se passe dans le milieu. Donc, pour les intervenants aussi, c'est un rôle qui n'est pas simple, qui se retrouve en tension. Euh, la piste qui me vient, c'est la piste que j'ai amenée à la fin, là, qui est au niveau des approches axées sur le trauma, euh, qui, je trouve que ça permet d'aller là. Je trouve que ça permet d'aller là au sens où dans les approches trauma, prendre soin des donneurs de soins, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Puis ça n'empêche pas d'amener des outils, du soutien, des leviers pour que le travail soit bien fait, puis qu'on prenne les bonnes décisions pour que les services soient de qualité, là. Mais cette idée-là d'être dans un système, dans des organisations sensibles au trauma où il va y avoir une bienveillance envers ceux qui prennent soin, puis tu sais, ça inclut les parents d'accueil, mais ça inclut aussi les intervenants, là. Fait que je pense que c'est ça, ça ramène un sens, dans le fond, à ce qu'on peut faire là. Puis il y a beaucoup d'atomes crochus entre l'éthique des vertus et les approches axées sur le trauma sur ce point-là, de travailler sur l'épanouissement des différentes personnes concernées, de voir plus largement, d'être dans un système qui est bienveillant pour tout le monde. Fait que je pense que cette amorce-là, là, ce qu'on a amorcé comme travail pour avoir des organisations qui sont plus sensibles au trauma, ça a tout à fait du sens. Ça va permettre, je pense, des pratiques plus éthiques pour les intervenants. Ça va donner des pistes sur la manière de faire. Donc, je pense que ça, c'est une piste qui peut être intéressante là, pour aller là. Mhm, tout à fait.
Il y a Pétale aussi qui rajoute là, dans les commentaires que, en fait, pour tu sais, le soutien peut aussi provenir du milieu communautaire. Donc, de voir que oui, en milieu institutionnel, évidemment, il y a un soutien qui est possible, mais des fois, il y a d'autres organismes aussi qui peuvent venir en soutien. Oui, c'est vraiment intéressant, tu sais, cette question-là. Puis c'est une question qui nous préoccupe aussi avec d'autres collègues, là, entre autres Amélie Dorval, qui amorce un projet sur ça dans l'équipe de recherche, là, tu sais, où on veut réfléchir, bien, les parents d'accueil, est-ce qu'ils se tournent vers les ressources communautaires? Tu sais? Pétale, certainement, parce que c'est un organisme, il y a des organismes qui ont une mission qui est très axée sur l'accueil, sur l'accueil et l'adoption, ce type de mission-là. Mais les services à la famille plus généraux, les parents d'accueil, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Est-ce qu'ils se tournent vers eux? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qu'on exploite davantage pour les soutenir, pour réussir justement à favoriser le fait qu'eux demeurent en équilibre? Mais on n'en connaît pas beaucoup là-dessus. Donc, en tout cas, il y a des idées là, qui émergent en ce moment d'aller explorer aussi ce côté-là. Fait que je pense que ça va permettre aussi de faire un tour d'horizon un peu 360 là, pour voir comment on intègre aussi peut-être ces acteurs-là dans l'idée de l'agir éthique, de l'épanouissement des personnes concernées et tout ça, là. Donc, c'est un commentaire qui est vraiment intéressant, je trouve, puis qui soulève des bonnes questions. Mhm. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Là, dans le fond, je ne vois pas d'autres commentaires dans le chat, fait que je vais plutôt en profiter. Donc, c'est ça, pour te remercier puis pour conclure cette deuxième conférence de l'équipe de recherche. Je veux remercier aussi les gens pour leur participation, pour leur présence aujourd'hui, les questions aussi qui ont été soulevées. En tout cas, je pense que ta présentation nous amène des réflexions aussi, puis que les gens pourront ramener quelque chose avec eux aussi par rapport à cette présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée et puis au plaisir de vous revoir donc à notre prochaine conférence qui aura lieu au début décembre. Donc voilà, merci beaucoup. Merci tout le monde.